Bien, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue. Je vois que vous rentrez tous les uns après les autres. Nous sommes 150 personnes inscrites à ce webinaire spécial Alzheimer. Merci d'être avec nous. Alors, le temps que vous rentriez dans la salle les uns et les autres, je vous rappelle un petit événement que nous faisons le 27 juin à Lyon. C'est le Health Tech Acceleration Summit. Aujourd'hui, donc la capacité d'accueil est de 250 personnes. Nous sommes à 50% de remplissage et bonne nouvelle, 50% du remplissage, c'est 50% d'investisseurs et 50% de medtech. N'hésitez pas à vous inscrire. J'ai mis le programme sur la droite, sur la partie chat, vous pouvez le télécharger pour voir les personnalités que nous accueillons et vous aurez l'ensemble du programme. Voilà, c'est un petit lancement qui nous a permis de vous laisser rentrer les uns, les unes et les autres. Et on va pouvoir démarrer ce webinaire spécial Alzheimer avec trois biotech des plus brillantes que nous ayons en France dans ce domaine-là. Je tiens à le dire. Et juste avant de commencer, un petit mot. Parce que si nous ouvrons nos webinaires à tout le monde gratuitement, c'est grâce au soutien de la Fondation Anne-Claude Berda qui nous amène son soutien pour les ouvrir, pour organiser ça. Et c'est grâce aussi à sa directrice générale, Inès Dubreuil, qui, je crois, est dans la salle. Voilà. Alors, Alzheimer, c'est un sacré problème parce que Alzheimer, en 2019, on compte dans le monde 58 millions de patients souffrant d'Alzheimer et il est prévu qu'en 2050, il y ait 139 millions de personnes. 139 millions de personnes, c'est énorme, c'est un véritable tsunami qui arrive sur nous. Le vieillissement de la population est en cause, la pollution est en cause aussi, un tas de facteurs. On ne va pas revenir sur l'ensemble des facteurs. En France, les chiffres sont aussi effrayants. C'est 1,2 million de personnes actuellement et ce sera pratiquement le double, presque 2,2 millions de personnes qui seront concernées en 2050. C'est la première tendance lourde que nous ayons. Le coût global estimé pour la prise en charge des démences confondues françaises, c'est 32 milliards d'euros par an. Donc ça, c'est assez considérable. Alors, on va parler de ces sujets-là et on va parler des solutions, évidemment. Et pour en parler, comme je le disais, j'ai trois intervenants aussi brillants les uns que les autres avec moi aujourd'hui. On va commencer par Jérôme Brodeau. Bonjour, bonjour Jérôme. Alors, Bonjour. bonjour, vous dirigez Adjente à Paris. Avec vous, on est dans les stades précoces de la maladie d'Alzheimer, un diagnostic très précoce. Vous utilisez à la fois des tests multiomiques et l'IA pour identifier de nouveaux biomarqueurs dans le sang, et qui ouvrent la voie justement à ces diagnostics précoces avec une spécificité inégalée. Vous avez validé à ce jour deux tests sanguins, BeHealed et BeAhead, lors d'une étude clinique rétrospective dans laquelle il y a eu 632 participants. C'est une étude clinique rétrospective internationale. C'est l'équivalent d'une phase 2 pour le diagnostic. Et une seconde étude est en cours avec 3500 participants, cette fois, c'est énorme, 3500 participants, qui correspondent à une phase 3 pour le diagnostic. Les résultats sont attendus début 2025, c'est pas 6 mois, c'est même très proche, on va dire. Ces tests sanguins ouvriront la voie à la médecine de précision pour Alzheimer. On en parlera en précision tout à l'heure. Laurent Meyer, bonjour. Laurent. Bonjour et merci, Jacques Bernard. Alors, vous êtes, vous, directeur scientifique de Pera Pharmaceutical. On est à Rostov, en Bretagne. Vous explorez, vous, le lien de la maladie d'Alzheimer avec la trisomie 21. Votre candidat médicament est en phase 1. La leucétinib 21 cible une kinase spécifique dont le gène est localisé sur chromosome 21 pour améliorer les capacités cognitives. Vous avez tenté de travailler sur ce sujet-là. Parallèlement, vous travaillez sur la prévention de la surdité, un facteur de risque dans la maladie d'Alzheimer, en développant des molécules protectrices des cellules ciliées de l'oreille interne. Voilà. Philippe Verved, bonjour. Bonjour Jacques Bernard. Alors,
Là, on part dans le nord. Vous dirigez Alsprotect à Lille. Votre candidat AZP 2006 cible l'homéostasie des lysosomes en régulant le facteur de croissance, la progranuline, pour combattre directement la neurodégénérescence. Cette approche promet, vous le dites, une révolution dans le traitement de la paralysie supranucléaire progressive, mais aussi dans Alzheimer et dans Parkinson, en réparant et en protégeant les neurones. Après 3 études de phase 1 et une étude de phase 2 qui a montré les premiers signes d'efficacité, vous allez démarrer une étude de phase 2B3 pour valider la preuve de concept d'AZP 2006 et AZP 2006, il faut le signaler, est un médicament qui a reçu la désignation médicament orphelin par l'Europe et par les États-Unis. C'est quand même assez spécifique à signaler. Alors, merci à tous les trois d'être avec nous pour pouvoir démarrer. J'ai pris un peu de temps pour faire les présentations, mais c'était normal de situer un peu où nous étions et avec qui nous étions. Et puis, vous étiez la semaine dernière, vous rentrez tout juste de Lisbonne, où il y avait le congrès annuel, le congrès international Alzheimer Disease, Parkinson Disease. Quelles sont les nouvelles, les bonnes nouvelles que vous nous rapportez de ce congrès, tous les trois? On commence par qui? Jérôme. Les nouvelles sont bonnes. On voit effectivement un gros dynamisme qu'on n'avait pas vu depuis des années, voire des décennies sur la maladie d'Alzheimer, notamment avec l'arrivée incessamment sous peu du Leqembi, qui est déjà disponible aux États-Unis aux États-Unis, en Chine et au Japon, et qui devrait arriver en Europe dans les prochains mois. Donc il y a un vrai redynamisme aussi bien des différents acteurs, de la big pharma jusqu'à la start-up, mais aussi visiblement aussi les investisseurs privés. Ça, c'est le premier point. Et puis, effectivement, le corollaire, ce qui est un peu plus mon domaine d'activité, c'est pour traiter de façon efficace les patients, il faut les diagnostiquer. Et là, on voit effectivement qu'il y a aussi un deuxième hot topic, c'est comment diagnostiquer la maladie d'Alzheimer très précocement. Et donc, il y a une recrudescence et une réémergence des biomarqueurs, et donc le développement et l'identification de nouveaux biomarqueurs spécifiques à Alzheimer. Ça, c'est très important. Parfait. Vous, de votre côté, Philippe, qu'est-ce que vous avez pu collecter comme bonnes informations? Alors, moi, j'ai trouvé l'ambiance très, très bonne. En fait, les congrès Alzheimer sont généralement, depuis 20 ans, 30 ans, plutôt moroses parce qu'on cherche un petit peu des traitements efficaces. Et là, je pense que l'arrivée du lecanemab change la donne. Il y aura clairement un avant et un après lecanemab. On a aussi parlé des autres. L'aducanumab, qui a été abandonné. Le donanemab, qui est un petit peu retardé. La FDA veut étudier quels sont les effets secondaires avant de prendre une décision. Mais je pense que déjà, et c'est une première nouvelle, on a vraiment maintenant la porte ouverte vers les traitements entre disease modifier et symptomatiques. Et je pense que ça a surtout remis l'attention, je dirais le focus, que ce soit au niveau des industriels, mais aussi au niveau des investisseurs sur la maladie d'Alzheimer, qui est quand même la plus grosse épidémie du siècle. Comme vous l'avez dit, les chiffres vont très vite. On a beaucoup parlé du Covid, et là, Alzheimer revient sur le devant de la scène. Sinon, alors, le petit bémol, c'est qu'on tourne toujours autour des mêmes cibles, que ce soit l'amyloïde, la protéine tau, la neuroinflammation. Alors, des cibles nouvelles arrivent, mais je pense qu'on n'a pas assez de nouvelles ou donc des présentations sur les cibles annexes. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je vais laisser Laurent, je pense qu'il y a probablement des choses à ajouter. Laurent, vous avez glané sans doute. Alors moi, beaucoup d'informations. Alors, le problème, c'est qu'il y avait 4500 personnes, c'est-à-dire encore plus de monde que tous les habitants de Roscoff. Vous comprenez mon désarroi. Donc, j'ai noté plusieurs choses, donc 3 points. Le premier, j'ai suivi avec attention
le bilan annuel du pipeline Alzheimer que fait Jeffrey Cummings et qu'il publie donc il va publier dans quelques semaines. Il fait ça tous les ans, ce qui permet d'avoir une bonne vision globale. Alors, malheureusement, les chiffres ne sont pas terribles, c'est-à-dire qu'on voit une diminution du nombre d'essais, une diminution des nouveaux produits, une diminution du nombre de produits en phase 1, en phase 2, et une toute petite augmentation en phase 3. Donc, globalement, il y a 164 essais cliniques en cours cette année, et l'an dernier, c'était 187, donc une diminution de 11%. Et quand on regarde bien les 164 essais en cours, il y en a 129, donc à peu près 80%, qui étaient déjà qui sont des continuations de 2023, et il y en a 20% de nouveaux, et il y en a 59 qui sont sortis du pipeline de l'an dernier, donc 32%. Donc voilà, tout ça, c'est pas très, très encourageant, hein. On pourrait espérer davantage de progrès. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les cibles classiques, donc amyloïdes et tau, ne représentent que 30% des essais. Tous les autres sont occupés, donc 70%, ce sont des nouveaux projets, des nouveaux projets visant des nouvelles cibles, et la plupart sont différentes les unes des autres. Donc là, il y a quelque chose qui s'ouvre, et je ne sais pas qui aura raison, mais je pense qu'ils seront dans les 70%. Donc c'est mon premier point. Les deuxièmes, c'est plus court, hein. Donc j'ai un sujet que j'aime bien, c'est ce qui se passe dans la boîte qui s'appelle Cognito Therapeutics, qui fait de la stimulation sensorielle non invasive. C'est très, comment dire, innovant. Une stimulation visuelle et auditive. Ça a l'air un peu folklorique, mais ça vient d'un laboratoire d'Harvard dirigé par Lee Whiteside. Alors là, c'est la super chercheuse. Je pense que c'est la meilleure chercheuse en Alzheimer. Donc, regardez bien, elle s'appelle Tsai, T-S-A-I, et son prénom, c'est Li Wei. Et franchement, elle fait des papiers magnifiques. Voilà. Donc, très intéressant. Son process a eu la FDA Breakthrough Designation l'an dernier. Et voilà. Et puis, le dernier point que je trouve un petit peu triste, eh bien, c'est qu'il y a très peu de choses sur la prévention de la maladie Alzheimer. On sait que 40% des cas d'Alzheimer pourraient être évités, en gros, hein, globalement. Et c'est quand même une maladie de l'exposome, hein, assez peu génétique finalement. Donc, c'est un petit peu dommage que cette partie-là soit peu développée, mais évidemment, commercialement, c'est peut-être moins intéressant. Voilà. Parfait. Eh bien, merci à tous les trois pour ce premier compte rendu. Alors, Si 187 essais. si je peux rajouter juste un petit truc. Bien sûr. Il y avait un très bon talk sur les centenaires qui, Absolument. justement, n'ont pas de problème cognitif. Et il y avait beaucoup de présentations qui disaient qu'on avait beaucoup à apprendre de la gérontologie. Et ce qui m'a frappé, c'est que parmi tous les centenaires, et il y en avait quasiment 500, la plupart, enfin, beaucoup d'entre eux avaient énormément de plaques amyloïdes dans le cerveau, voire des fibrilles tau. Et donc, comme quoi, ce n'est pas forcément la preuve irréfutable que ces cibles-là sont la cause principale de la maladie. Voilà. Et juste, si je peux rebondir sur l'intervention de Philippe, un autre point aussi sur ces centenaires qui était très intéressant, c'est que le trait qui était partagé par ces centenaires, avec ou sans plaque d'ailleurs, qui finalement n'allait pas déclencher les symptômes Alzheimer, le trait commun, c'était d'être optimiste. Donc je pense que soyons-nous aussi optimistes, parce que finalement, l'avenir s'annonce quand même assez radieux sur la partie Alzheimer. Je pense qu'on est un tournant historique qu'on n'a pas vu depuis un siècle. Alors, on va être optimiste pour la suite des événements. On avait 187 essais cliniques, on n'en a plus que 164. Ça, c'est ce qui s'appelle reculer pour mieux sauter, hein. On va avancer comme ça. Et donc, il y a quand même un changement de paradigme. On l'a tous noté. Le changement de paradigme, c'est le Canimab, c'est l'autorisation, c'est quelque chose qui va permettre de rouvrir les portes. D'ailleurs, à la JP Morgan, en début d'année, on a parlé 2024, année Alzheimer. Alors, on parle de ce changement de paradigme. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous l'analysez les uns et les autres? Cette fois, on va commencer peut-être par Philippe, qui va nous en parler. Très bien. Comme je le disais, il y aura clairement un avant et un après les Canemab, peut-être un donanemab, on va voir. Et c'est vraiment la lueur d'espoir. Mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut rappeler que le bénéfice-risque reste à donc évaluer, à prendre en compte.
pense que c'est une bonne chose que enfin les praticiens, les patients, les familles puissent au moins avoir un traitement potentiel, même si le bénéfice est plutôt sur le court terme et non pas sur le long terme. On a un ralentissement, ce qui est déjà une bonne chose. Il faut voir sur le long terme quels sont les effets secondaires qui ne sont pas négligeables. On a des gonflements dans le cerveau, des hémorragies, donc il faut vraiment prêter attention à ça. Mais c'est aussi la preuve que tous les efforts qui sont ciblés exclusivement sur l'amyloïde, voire sur l'immunothérapie en général, hein, parce que la vague tau va suivre, je pense, la vague amyloïde, ne vont pas résoudre tous les problèmes. Et il va falloir, c'est ce que j'ai remarqué dans plusieurs présentations, notamment dans celle du docteur Philippe de l'Alzheimer Drug Discovery Foundation, c'est qu'en fait, il va falloir, comme la maladie est une maladie multifactorielle, il va falloir des traitements associés, voire des traitements pléiotropiques, hein, qui s'attaquent à la racine de la maladie. C'est un peu là où notre projet à nous interviendra. Mais je pense que voilà, le lecanemab est une bonne chose, mais la suite reste à venir. Changement de paradigme. C'est là qu'on est arrivé. Et les petites molécules aussi. On n'en parle pas assez. La vague de l'immunothérapie arrive, c'est un tsunami, un tsunami. Et je pense que les petites molécules vont intervenir. Et sur le long terme aussi, la médecine de précision, et là je laisserai Jérôme bien sûr prendre la parole là-dessus, parce que c'est vraiment grâce à la médecine de précision et donc avec tous les traitements qui vont arriver qu'on pourra cibler précisément chaque type de malade, chaque stade du développement. Et là, je pense qu'on va avoir de très belles années devant nous si les gens qui développent des produits arrivent à aller jusqu'au bout. Ça, c'est un autre problème. Parfait, merci pour ces précisions. Alors, changement de paradigme, on reprend sur ce thème-là. Laurent, qu'en pensez-vous? Alors, comment dire, quand je vois la balance bénéfice-risque de ces anticorps et ce que m'en disent ceux qui s'y connaissent, je suis assez pessimiste. Moi, ce que j'espère, c'est que je n'aurai pas à tester mon produit on top of ces anticorps, parce que les gens, ils ont bien souffert, je pense. Et je suis assez pessimiste sur cette approche qui est, à mon avis, hein, et prenez-le entre guillemets hein, quand même, parce que ce n'est pas mes spécialités, je trouve que c'est peut-être le fruit de pas mal de sciences, mais aussi de beaucoup de marketing et de lobbying. Donc, je pense que c'est un petit peu exagéré. Quand je vois voilà, que 70% des projets sont en dehors d'amyloïdes de taux et que ces projets occupent que peut-être 10% des présentations dans une grande conférence comme ça, je trouve qu'il y a un déséquilibre et j'espère que les prochaines ADPD vont rééquilibrer un peu les choses. Moi, j'ai participé à 6 conférences ADPD et c'est un peu dominé par amyloïdes et taux. Il y a des vagues dans l'une et l'autre, mais il n'y a pas beaucoup de place pour le reste. Et le reste, je pense, a beaucoup d'avenir. Et le reste, c'est très important parce que c'est là que se situe la capacité de l'innovation et de créativité. Exactement. Parfait. Jérôme, de votre côté. Pour moi, c'est vraiment, je l'ai déjà précisé tout à l'heure, je pense que c'est un changement historique. On change de paradigme de façon évidente. On était sur les dernières années sur l'hypothèse de la cascade amyloïde tout venant avec le développement de molécules exclusivement amyloïdes et tau. Tout le monde s'y cassait les dents, retrait de l'industrie pharmaceutique, retrait des investisseurs en se disant on ne pourra jamais soigner Alzheimer. Les traitements anti-amyloïdes arrivent et montrent une efficacité qui est objectivable mais limitée. Et finalement, ça relance la machine en disant finalement on peut y arriver, mais maintenant comment on doit faire pour y arriver? Et comment on peut faire pour y arriver? Et c'est ce qui explique pourquoi il y a un recul des approches et des essais cliniques sur amyloïdes et tau, c'est que maintenant on connaît les limites de l'amyloïde et tau. Et donc les stratégies anti-amyloïdes ou anti-tau finalement sont la voie du passé.
Les molécules, elles sont déjà dans le pipe et si elles doivent aboutir, elles aboutiront. Et donc là, maintenant, on rentre dans une médecine de précision. On va aboutir, et ça, tous les signaux, tout le monde est d'accord là-dessus. On ne va pas pouvoir traiter tous les patients avec le même traitement et on pourra surtout pas, on ne pourra pas se résoudre à n'avoir qu'un seul traitement. Donc là, actuellement, on essayait de traiter tous les patients, quel que soit leur profil, avec un seul traitement, anti-amyloïde. On voit les limites. Maintenant, on change de paradigme, on rentre dans la médecine de précision. On va soigner les patients en fonction de leur dérégulation biologique interne, en étant sûr qu'ils soient Alzheimer, et on va leur adjoindre et on va leur prescrire des traitements qui vont être finalement spécifiques, à un cocktail de traitements qui va être spécifique. Donc finalement, on entre dans, finalement, on est en train, la neuroscience et la maladie d'Alzheimer, finalement, est en train de dupliquer ce qu'on a fait il y a 20 à 30 ans avec le cancer, où finalement, au début, on cherchait à traiter tous les cancers avec les mêmes approches, et on s'aperçoit qu'un traitement ciblé, type de cancer, pas type de cancer efficace, et ben, on va arriver à la même chose pour Alzheimer, on va regarder les dérégulations propres à chaque patient Alzheimer, et on va agir de façon très ciblée, très chirurgicale, d'un point de vue chimique et pharmacologique et thérapeutique du terme. Parfait, merci. On a une petite question que je prends au passage de Stéphane Vandenabel qui demande comment vous expliquez les uns et les autres la forte augmentation de l'occurrence de la maladie d'Alzheimer. Qui veut répondre? Alors, moi, je peux répondre si vous voulez. D'un point de vue prévalence, la prévalence de la maladie d'Alzheimer diminue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui sont atteints de maladie d'Alzheimer en proportion. Par contre, le nombre de personnes qui atteignent un âge suffisant pour développer la maladie d'Alzheimer, il faut savoir que la maladie d'Alzheimer reste une maladie liée à l'âge, augmente. Donc, d'un point de vue valeur brute, ça augmente. D'un point de vue relatif, ça diminue. Et comment on explique cette relative baisse? C'est tout simplement, c'est une des hypothèses majeures, hein, c'est que sur les dernières, en fait, les gens qui ont 70 ans maintenant, c'est des gens qui sont nés dans les années après l'après-guerre, juste après la guerre. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les femmes ont eu accès à l'éducation et une éducation plus importante, ont pu faire des études. Et finalement, on sait que le fait de faire des études et des études longues induisent une réserve cognitive qui s'exerce plus tard. Donc, c'est l'hypothèse, c'est de dire finalement, les gens ont un niveau social et d'éducation plus grand qui fait qu'ils vont être plus résilients à l'apparition de leur maladie d'Alzheimer ou en tout cas, qui vont être en capacité de leur pousser suffisamment. Donc, prévalence diminue, mais le nombre de patients total augmente. Oui, parfait. Merci pour cette en fait, les femmes sont en général un peu plus atteintes que les hommes. Bon, dû au fait qu'elles vivent aussi plus longtemps, ça c'est clair, mais aussi, je pense que ce que tu viens de dire, Jérôme, est tout à fait vrai. L'éducation joue un rôle, la santé aussi, hein, l'alimentation. Donc, je pense qu'on a aussi là une amélioration. Très bien. Alors, on a fait ce tour sur le changement de paradigme. Il y a un mur face à nous. Il y a beaucoup de recherches. Il y a des pipelines. Il faut les alimenter en finance. Et malheureusement, pour le moment, ce n'est pas tellement, comment dire, c'est pas le grand ciel bleu sur le financement d'Alzheimer. C'est déjà pas grand ciel bleu sur le financement de la recherche et des biotech en général, mais Alzheimer est un peu maltraité, voire ignoré. On espère finalement peut-être que le lecanemab va rouvrir les portes puisque ça va régénérer de l'intérêt. Finalement, sur des petites molécules. Les big pharma vont peut-être se réintéresser au sujet. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre vision sur ce financement à la fois privé, à la fois public? Et on parlera des fondations, parce que les fondations jouent un rôle énorme aussi. Qui veut prendre la parole sur le sujet? Je veux bien commencer. Il y a plein de choses à dire. Je pense, comme tu l'as dit, Jacques Bernard, qu'il y a un problème de financement. Alors, il est certain que le climat actuel de l'investissement n'est pas au top, donc ça joue un rôle. Et les investisseurs ont toujours fui un petit peu ces maladies neurodégénératives un petit peu compliquées, mais comme on vient de le dire, le lecanemab va changer la donne, enfin c'est ce qu'on espère tous. Et on espère surtout que les investisseurs qui n'ont pas beaucoup investi durant les mois précédents pourront à nouveau investir. J'ai entendu même qu'au JP Morgan, ce serait l'année Alzheimer. Donc ça, c'est bien. Les pharma investissent beaucoup dans leurs propres recherches, mais investissent très, très peu dans les biotech ou dans les programmes biotech. Lorsque j'entends les essais géants qu'ils font, hein, je prenais l'ascenseur avec l'un des chefs de projet du lecanemab qui me disait que leur étude avait coûté 2,5 milliards de dollars.
C'est énorme. C'est pratiquement le financement de 100 biotech pour une phase 2, en gros, pour une petite phase 2. Donc, voilà. Et donc, ça, je trouve que les pharma devraient investir un peu plus. Donc, le financement public est le parent pauvre. Hein. Depuis le plan Alzheimer au début des années 2010, qui était très bien, il y avait beaucoup d'appels à projets, que ce soit en France ou en Europe. Permettait donc de financer souvent en association avec la recherche publique. Hein. C'est toujours important de financer la recherche publique, mais les biotech en France souffrent énormément et on est très nombreux. Hein. La qualité de la recherche biotech en France est très, très bonne. Et je pense qu'il faudrait qu'on se mette tous ensemble pour faire passer un message au gouvernement, c'est que la vague qui arrive, l'épidémie qui est en train de se passer va être terrible. Et sans aide et sans financement public, je ne pense pas que beaucoup de projets qui sont très bons pourront s'en sortir. Voilà. Enfin, les fondations, alors c'est souvent des fondations au niveau des États-Unis. Nous, on a été aidés par des fondations américaines, que ce soit pour Parkinson, Alzheimer, nous aident beaucoup. Le risque, c'est aussi que si on n'aide pas la recherche clinique et les biotech en France, nos projets risquent d'être exportés à l'étranger. Ça serait dommage. Oui. Laurent. Bon, alors, il y a du côté, on peut regarder du côté public, du côté privé. Du côté public, bon, je pense qu'on est à peu près d'accord que les caisses sont vides et il faudrait vraiment un programme dédié, comme les plans Alzheimer. Peut-être un plan Alzheimer au niveau européen aussi, pour que ça prenne de l'ampleur. Après, peut-être des déductions fiscales pour favoriser les dons, etc. Mais moi, je n'attends pas énormément de l'État. Du côté des privés, les business angels sont quand même en général assez motivés. Et peut-être que l'État peut les aider et les inciter, favoriser, mettre en avant des investissements en faisant des déductions fiscales, une sorte de niche fiscale pendant un petit moment. Je pense qu'il y a des ressources qui ne sont pas utilisées de ce côté-là. Du côté des associations et des fondations, moi je trouve que c'est invraisemblable que ces fondations et associations qui sont vraiment superbes hein, ne puissent pas financer des startups. Contrairement à ce qui se fait à l'étranger. Hein. Ça peut être comment dire, des dons, mais ça peut être des prêts remboursables en cas de succès, comme on a pu le faire avec certaines associations. Donc ça, je pense que c'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à passer ce cap, qui me semble au plus proche des attentes et des demandes finalement des donateurs, puisqu'on est vraiment dans l'appliqué. Et enfin, du côté des fonds d'investissement, moi j'ai senti énormément de réticence, de peur, d'angoisse, etc. Et c'est clair que ça fait peur. On peut le comprendre. Si j'étais à la tête d'un fonds, je me dirais, bon, ok, stop avec taux, stop avec amyloïdes, il y a tellement de monde. Finançons des vrais projets innovants, des choses complètement nouvelles. Il y a du risque, évidemment, mais on sera dans les 70% des projets. Alors, et je pense que c'est la place des fonds d'investissement, en particulier en France ou peut-être même en Europe, de façon à éviter les grandes avenues que beaucoup de gens prennent. Voilà. Et de toute façon, ce sont des investissements à but lucratif, mais il y a aussi un but humain profond et ça fait partie de l'investissement dans le bien commun auquel on est tous appelés et qu'on essaye d'entendre. Très bien, merci pour cette précision. Jérôme, de votre côté. Pour moi, l'arrivée du Leqembi est encore une fois à tout cas de bénéfique. Ça remet de la graisse clairement dans les rouages et soyons clairs, hein, ne tournons pas autour du pot quand on parle de graisse dans les rouages, c'est de l'argent dans les rouages. Voilà, clairement. Dans les discussions qu'on a avec l'industrie pharmaceutique, hein, la Big Pharma, clairement, on ressent que les sociétés qui s'étaient désengagées d'Alzheimer clairement voient le profil, la possibilité, l'intérêt, hein, et souhaitent se réengager. Clairement, maintenant, il va y avoir actuellement, il y a, on va dire, 3 leaders. C'est Eisai et Biogen pour le Leqembi et Eli Lilly pour le donanemab.
tous les autres sont outsiders et sont en train de se relancer dans la course, tout simplement parce que c'est un marché qui est monstrueux. Et comme on l'a dit au début, l'avantage, c'est que c'est un marché qui ne va pas se diviser, qui ne va pas se diluer. C'est un marché qui va rester stable, tout simplement parce qu'en fait, on va rentrer sur de la multithérapie. Et donc, il va pouvoir y avoir plusieurs patients. Les patients vont pouvoir être traités avec différents traitements en même temps. Donc, il va y avoir de la place pour tout le monde. Pour les investisseurs, je pense qu'encore une fois, on parle de l'arrivée d'un traitement qui a eu lieu, n'oublions pas, en juillet 2023. On sait très bien que les marchés financiers mettent toujours un temps entre le moment de l'annonce scientifique, de l'annonce clinique et le fait de réinvestir dedans. Donc, il leur faut un peu de temps et c'est normal. Et ils vont venir et ça semble être assez clair, notamment parce que entre le 6 juillet 2023 où la FDA accepte le Leqembi, maintenant c'est accepté en Chine, c'est accepté au Japon et tous les signaux sont verts en disant que dans les mois qui vont arriver, ça va arriver en Europe et très rapidement en France. Je pense que la France et l'Europe a sa carte à jouer. Clairement, ce qu'on voit, et moi je suis assez pragmatique, Leqembi, c'est Eisai et Biogen. Eisai, c'est japonais, Biogen, c'est américain, et Lilly, c'est américain. Donc là, pour l'instant, ceux qui dominent le marché, ce sont des Japonais et des Américains. On parle de la souveraineté nationale et européenne. Je pense que la France et l'Europe a sa carte à jouer, et si on veut la jouer, il va falloir la jouer tout de suite. Il n'y a pas d'autre choix. Rentrons dans le process France 2030. C'est quand même la préconisation. Ne créons juste pas que des usines pour synthétiser du paracétamol, que l'Europe et la France en particulier investissent dans ces sociétés pour finalement créer les leaders. Parce que quand on regarde la biotech, finalement, il n'y a plus vraiment de leaders, ou en tout cas les leaders de demain en santé, si elles ne sont pas soutenues de façon étatique, ne seront pas en Europe. Soyons clairs. Et les sociétés qui ont une capacité d'être les leaders de demain en Europe, au final, resteront pas en Europe, ils iront aux États-Unis. Je pense que nous tous autour de la table, on est tous en France. On aura un choix à faire, c'est est-ce qu'on doit partir à l'étranger, est-ce qu'on doit s'expatrier à l'étranger pour pouvoir avoir suffisamment de fonds pour pouvoir devenir les licornes de demain. Voilà. Je reste quand même très positif parce que tout ça, ça montre qu'il y a un certain dynamisme. Il y a encore des choses à faire, mais le dynamisme, il est clairement là. Et pour les associations, j'entends qu'effectivement, c'est compliqué. C'est des associations en France, c'est des associations de loi de 1901. Elles ne peuvent pas investir directement dans les structures privées. Bon, il n'y a aucune loi physique qui l'empêche. Donc, c'est une question de volonté. Je pense qu'il faut trouver les mécanismes. On est arrivé avec des fondations en France, obtenir des prêts remboursables en cas de succès, donc c'est vraiment faisable. C'est du juridique, un exercice juridique qui ne doit pas être marrant, mais qui est possible, quoi. Bien sûr. Je vais juste ajouter un point, c'est que c'est vrai que c'est un domaine qui fait peur parce qu'il y a vraiment pas grand-chose. Mais d'un autre côté, le moindre progrès est un progrès. Et donc, même des produits qui sont imparfaits, qui provoquent induisent une amélioration, même disons, qui décalent les aspects pénibles de la maladie de quelques années, ce sont des vrais progrès. Et je pense que ça peut être encourageant par rapport à trouver des médicaments dans des pathologies où il y a déjà beaucoup de choses et on essaie d'améliorer, évidemment, on peut toujours améliorer, mais dans ce cas-là, je trouve que c'est le terrain est un peu vierge et voilà, il n'y aura pas trop d'erreurs, je pense, à investir dans des nouvelles choses. Parfait. Merci de vos réponses. Alors, on a déjà beaucoup de questions qui se posent, mais ce que je vous propose, c'est qu'on aborde déjà les présentations des étapes de vos actualités. Où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous allez. À travers vos réponses, vous pouvez peut-être aborder aussi votre interprétation de la source de la maladie d'Alzheimer. Il y a des questions qui sont sur ce thème-là, donc c'est toujours intéressant de voir vos visions différentes sur les sources, surtout des uns et des autres. Donc, partons sur vos présentations et vos actualités. Elles sont nombreuses. Allez, on commence par Philippe. Très bien. En fait, nous, on développe donc l'AZP 2006, qui est une petite molécule de synthèse qui a été découverte au départ au travers d'un criblage phénotypique, c'est-à-dire quel est l'effet du médicament sur la physiopathologie sans passer par la cible. On a mis un certain temps à trouver la cible et très vite, tous les détails nous ont centré notre attention sur une partie de la cellule qui est le centre de recyclage qui s'appelle le lysosome. Et c'est là, en fait, un petit peu l'une des racines. C'est là où sont recyclées, où sont détruites toutes les
protéines mal repliées. Donc, alors, on inclut bien sûr l'amyloïde tau, on inclut l'acétylnucléine pour la maladie de Parkinson. Donc, en fait, on a trouvé que le produit agissait pour rétablir la santé du lysosome, donc relancer la machine, par la régulation d'un facteur neurotrophique puissant qui s'appelle la progranuline. Et on a été parmi les premiers à montrer que le produit réversait les symptômes à un stade très avancé chez les modèles de souris. Donc, on a fait 3 phases 1 qui se sont très, très bien passées et on a commencé à travailler, donc avant de savoir qu'on travaillait sur le mode d'action était basé sur la progranuline, on a travaillé sur les tauopathies parce que le produit a des effets extrêmement puissants sur la phosphorylation de tau. Et donc, on a choisi une maladie orpheline qui s'appelle la paralysie supranucléaire progressive, qui est une maladie, qui est une tauopathie proche de la maladie d'Alzheimer, et on a commencé le développement. On vient de terminer, il y a à peu près 1 an, notre première phase 2A chez les patients, et c'était une phase qui était destinée à montrer, à confirmer la tolérabilité et l'innocuité. Et on a eu la très bonne surprise de voir les premiers effets cliniques, les premiers signes d'efficacité clinique sur une échelle très complexe, et ce qui a beaucoup étonné les key opinion leaders. Donc là, on est prêt, on est en phase de levée de fonds, et on est prêt à commencer notre phase 2B3 à un niveau mondial. En Europe, on ira aussi ailleurs, et on recherche des fonds. Alors, je lisais ce matin le prix d'un char Leclerc, 15,9 millions d'euros. Eh bien voilà, on cherche à l'heure où des dizaines de chars explosent tous les jours et on utilise de l'argent pour tuer d'autres gens. Nous, on cherche l'équivalent d'un char pour sauver des vies, en fait, pour changer la vie des gens. Voilà. Et cet essai, vous comptez le démarrer par Alors, quand? on a déjà identifié les sites cliniques. On va essayer d'avancer un peu plus dans notre levée de fonds, mais on devrait démarrer cet essai au dernier trimestre de cette année. Tout est prêt. Parfait. De votre côté, Laurent, est-ce que tout est prêt aussi? Alors, oui, bon. Moi, ma spécialité, ce sont les protéines kinases. Donc, j'ai travaillé là-dessus toute ma vie. Et comme ça fait un petit moment, quand j'étais jeune, il n'y avait que 2 kinases, la kinase cyclique AMP dépendante et l'indépendante. Ça, c'est plus compliqué. Il y en a 538. Et parmi celles-ci, on a choisi la kinase DIRK1A, dont le gène est sur le chromosome 21 et qui semble impliqué directement dans les déficits d'apprentissage, de mémorisation, de localisation dans l'espace des personnes atteintes de trisomie, mais également dans la maladie d'Alzheimer. Et il y a des belles démonstrations génétiques et pharmacologiques qui démontrent que lorsqu'on normalise l'activité de cette kinase, eh bien, on peut corriger les déficits cognitifs de façon claire et nette. Et donc ça, c'était fait par des groupes comme par exemple celui de Yann Hérault à Strasbourg, des groupes, enfin différents groupes de par le monde. Et donc c'est ce qui nous a amené à choisir cette cible et à chercher un inhibiteur, développer un inhibiteur. Et après quelques années de travail, de tâtonnement, on a sélectionné une molécule qui s'appelle l'eucétinib 21, qui est inspirée d'une substance naturelle produite par une éponge du Pacifique. Je ne sais pas pour quelle raison, mais elle fabrique ce produit. On s'est inspiré de cette molécule et ce produit a passé les différents tests, enfin les études précliniques réglementaires, et on est entré en phase 1 en janvier dernier, enfin en janvier. Et donc, c'est une étude de phase 1 assez classique, avec assez importante finalement, puisqu'il y a 120 participants, 96 volontaires sains pour l'escalade de doses, la SAD, la food effect, la MAD, etc. Et puis, on y ajoute deux cohortes, une cohorte de patients atteints de trisomie, adultes trisomiques, et 12 Alzheimer, pour voir si la pharmacocinétique du produit est similaire ou identique ou très différente par rapport aux volontaires sains. Et puis, chez tous ces participants, les 120 personnes, on fait une étude de la phosphoprotéomique, d'une signature phosphoprotéomique dans le plasma sanguin. Et donc, c'est voilà, une étude classique et qu'on espère terminer à la fin de l'année.
Et puis ben, après, enchaîner avec une phase 2 si, si Dieu le permet. Et les financiers, bien sûr. Et donc là, vous êtes en recherche de fonds pour soutenir vos développements, votre recherche. Ah oui, moi j'adore dépenser. Alors, je me dépense, mais je dépense. C'est un peu les deux, quoi. Et le montant de la levée de fonds en cours est de combien? Bon, alors, c'est 3 à 5 millions dans ces eaux-là pour vraiment finir la phase 1 et bien préparer la phase 2 qui demande aussi certains investissements, évidemment. Parfait. Merci de cette présentation. Et du côté de Jérôme Brodeau, donc on passe là dans le diagnostic hyper précoce. Et ça, c'est ça qui est bien, c'est que ce que vous allez découvrir peut servir à l'ensemble des bibliothèques qui suivent pour déterminer avec précision quelles sont les doses, où est-ce qu'il faut aller, comment il faut y aller. Jérôme. Exactement. C'est le futur d'Alzheimer, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est la médecine de précision. Identifier le bon patient au bon moment avec le bon traitement. Actuellement, tout ce qu'on dispose, c'est de tests compagnons pour dire il a amyloïde positif, il a amyloïde négatif, et puis s'il a amyloïde positif, avec quelques symptômes, on va les traiter avec un anti-amyloïde. Si on veut être dans la médecine de précision, il faut 2 éléments. Il faut un test diagnostique qui permet de dire suffisamment tôt, donc avant les symptômes de démence, les patients qui vont développer les symptômes de démence Alzheimer dans le futur. Et ça va constituer les bons patients au bon moment. Et on va y adjoindre des tests compagnons qui, parmi cette population, vont identifier ceux qui vont être les plus répondeurs à un traitement donné. Et ben, la deuxième brique existe déjà pour les anti-amyloïdes. Il n'existe pas pour les futurs traitements. Par contre, la première brique, identifier le bon patient au bon moment, n'existe pas et c'est nous qui sommes en train de la développer. Donc, pour ce faire, on a été obligé d'identifier de nouveaux biomarqueurs sanguins qu'on a développés sur un modèle animal que j'avais développé pendant que j'étais chercheur académique. On a fait une phase, l'équivalent d'une phase 2 qu'on a terminée en fin de 2022, qu'on vient de publier en février. Et là, on lance une phase 3, l'équivalent d'une phase 3. Donc, la première étude sur 632 patients, 4 cohortes indépendantes, États-Unis, Europe, Australie, 2 produits, BeHealed, qui visent à identifier les patients avec un trouble MCI, donc Mean Cognitive Impairment, donc des patients avec un trouble pour lequel on ne peut pas savoir si c'est un futur Alzheimer ou un futur autre chose. On identifie les Alzheimer avec une probabilité supérieure à 90%. Et un deuxième produit, BioAid, où là, on va identifier parmi les gens qui n'ont pas de troubles cognitifs au moment du prélèvement sanguin, ceux qui vont développer les traitements, la maladie d'Alzheimer, les symptômes de maladie d'Alzheimer. Le premier va servir pour supporter notamment la distribution du Leqembi en Europe et aux États-Unis, mais aussi permettre l'inclusion des patients dans les essais cliniques et mieux sélectionner les patients pour montrer que les drogues sont plus efficaces. Le deuxième, c'est le futur, c'est de pouvoir traiter les patients dès la phase asymptomatique. Donc ça, c'est en cours et on a donc une phase équivalente de phase 3 qui vient d'être lancée sur 3500 patients cette fois-ci, 15 partenaires académiques, enfin pas 15 partenaires hospitaliers, toujours États-Unis, Europe et Australie, et résultats attendus début 2025. À la fin de l'étude, on a le dossier clinique et le dossier analytique pour faire un dépôt de marquage FDA et SE pour très rapidement pouvoir utiliser ces technologies pour diagnostiquer les gens, population générale, dans le but de prescription, mais aussi dans le but, dès la fin de l'étude, on pourra proposer ces 2 produits pour inclure les patients dans les essais cliniques pour finalement démontrer l'efficacité des traitements de demain. Très bien. Donc, on va passer aux questions. Il y en a quelques-unes qui sont très, très intéressantes. Elles le sont toutes. D'abord, celle de Djamila Bouveni, analyste chez Invest Securities, exactement, qui parle du nombre d'approches dans l'Alzheimer disease et qui ont été abandonnées parce qu'on ne franchissait pas la barrière hémato-encéphalique. Ça, c'est un constat. Et alors que le clinique semblait extrêmement prometteur. Est-ce que les DDS pourraient offrir une voie d'amélioration possible dans ce domaine-là, des drug delivery systems? Qui veut répondre? Alors, si vous voulez, je peux répondre. Alors, effectivement, le passage de la barrière hémocéphalique a toujours été un problème. Heureusement et malheureusement pour les chimistes, heureusement, c'est qu'en fait, le cerveau, c'est une structure qui est stérile. Et donc, pour être stérile, il y a une barrière hémato-encéphalique qui est imperméable à la majorité des molécules. Donc ça, c'est une vraie problématique et c'est notamment la rupture de cette barrière hémato-encéphalique qui serait responsable des effets secondaires observés chez les anticorps anti-amyloïdes parce qu'en fait, en cassant cette barrière, on fait rentrer de l'eau,
qui induit des œdèmes, et on va aussi casser les vaisseaux, ce qui va faire des micro-hémorragies. Alors, effectivement, des carrières qui pourraient faciliter le passage de cette barrière, ou aussi, il y a aussi des concepts d'ouverture artificielle de barrières hémato-encéphaliques par ultrasons. C'est des voies qui sont potentiellement intéressantes. Pour moi, je donne mon avis, après, ça n'engage que moi. Pour moi, l'avenir, c'est de traiter avec des cibles thérapeutiques. On sait qu'il y a un lien direct entre la périphérie et le cerveau. Si on traite en périphérie, eh ben, finalement, on n'a plus cette problématique de passage de la barrière hémato-encéphalique. Par contre, on peut avoir un effet à distance parce qu'il y a cette communication. Gros avantage, c'est qu'en travaillant en périphérie, en agissant en périphérie, eh ben, finalement, on diminue la dose, la posologie. On n'a pas les effets secondaires de passage de barrière et en diminuant la posologie, on n'a pas d'effet qu'on appelle off-target. Donc finalement, la drogue se fixe sur quelque chose sur lequel elle ne devrait pas se fixer. Donc pour moi, si on veut vraiment agir, c'est plus en réfléchissant sur comment on peut agir en périphérie plutôt que dire on va obliger, notamment en augmentant la pression osmotique, comment on peut faire qu'une molécule qui n'est pas censée être dans le cerveau s'y trouve. D'autres interventions? Laurent? Oui, Philippe? bon, je pense qu'il y a pas mal de produits qui passent la barrière hémato-encéphalique. Je parle bien sûr des petites molécules de synthèse, donc ce n'est pas un problème majeur, mais c'est vrai que ça freine la recherche et on l'identifie généralement sur des modèles animaux assez vite. Donc, c'est rare qu'en clinique, on ait ce problème. Ça peut arriver. Voilà. Maintenant, trouver artificiellement ou la rendre perméable, je pense qu'il y a peut-être un danger potentiel de ce côté. Donc, je n'y crois pas trop, mais il y a peut-être des moyens de faire ça de façon maîtrisée. Nous, de notre côté, on est concentré sur des petites molécules de poids moléculaire inférieur à 500, donc ça passe assez bien. C'est un peu plus gros que l'éthanol, mais ça passe quand même. Et puis, il faut dire que la barrière hémato-encéphalique est altérée et même diminuée dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Donc ça joue un petit peu en notre faveur. Exact. Parfait. Et c'est une barrière qui est réelle. Il faut pas, voilà. Oui, alors, et justement, une question à ce propos de la barrière hémato-encéphalique. Vous savez, vous avez tous entendu parler de cette aide au franchissement de cette barrière par les ultrasons. Est-ce que ça peut se combiner avec les approches thérapeutiques actuelles? Encore une fois, je pense il y a quand même toujours un danger à rendre cette barrière qui est faite justement pour nous protéger imperméable. Donc, je ne me prononcerai pas de façon radicale dessus. Je pense que si on arrive à la maîtriser, c'est peut-être un moyen, oui. Mais comme le dit Laurent, il y a suffisamment de petites molécules qui passent la barrière. Donc, voilà, le besoin est pas Enfin, alors, évident. quelques questions supplémentaires. Une question de Stéphane Van den Label sur les investisseurs stratégiques. Qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, les attirer à investir dans ce domaine? C'est le bon moment. Comme le disait Jérôme, comme le disait Laurent, je pense les portes sont ouvertes. C'est maintenant ou jamais. On a plein de produits qui sont en phase 1, phase 2. L'intérêt des pharma est revenu. Donc, pourquoi est-ce qu'ils n'investissent pas? Je pense qu'il y a l'atmosphère d'investissement actuelle qui est plutôt morose, ça c'est clair, mais ça va reprendre. Tout l'argent qui n'a pas été investi dans les mois précédents, à mon avis, pourra être investi. Donc, si ça n'arrive pas, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Avec des bons produits, bien sûr. Avec des bons Donc, produits. je vais rebondir sur la réponse de Philippe. Qu'est-ce qui pourrait les forcer à investir? C'est des investisseurs, c'est le retour sur investissement. Voilà. Actuellement, quelle est la pathologie sur laquelle on peut espérer un retour d'investissement? Parce qu'on a une explosion des technologies, c'est l'Alzheimer. C'est plus le cancer. Les cancers, on les maîtrise, ça fait un certain nombre d'années, donc c'est plus le cancer. Le risque est moindre, ça c'est évident, mais le retour sur investissement est beaucoup moindre parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Il faut être clair. Sur l'Alzheimer, tout s'ouvre. Donc finalement, le champ des possibles est démultiplié. Donc on va voir on va voir des champions qui vont clairement se positionner sur Alzheimer parce qu'ils sont eux experts. Et qu'est-ce qui les fait investir? Finalement, c'est ce retour sur investissement. Et qu'est-ce qui va leur faire sélectionner les sociétés? C'est la science qui est dessous. En fait, on est passé d'un investissement assez
assez délirant il y a quelques années où finalement on investissait dans tout et n'importe quoi, indépendamment de la beauté de la science, indépendamment finalement de la probabilité de succès. Maintenant, il y a un repositionnement, il y a un marché, il y a un retour sur investissement qui est évident sur la maladie d'Alzheimer. Maintenant, aux investisseurs de sélectionner en fonction des données disponibles dans chacune des approches. Voilà. Et c'est ça qui va faire finalement que les planètes vont s'aligner et que les investisseurs vont investir et vont faire des retours sur investissement qu'ils ne feront pas sur d'autres pathologies. Laurent? Je pense que plus que jamais, les investisseurs ont les moyens de faire un choix qui est basé sur les faits. La science apporte énormément d'informations. La bonne science apporte des choses solides, donc on peut faire des décisions rationnelles. Et en même temps, ben, je sais qu'il y a un côté affectif et qui est important. C'est une maladie qui nous touche tous, donc il faut les deux. Et puis, bien sûr, il faut voir chez qui on investit dans un projet, mais on investit dans une équipe. Il faut rencontrer les gens, boire des bières avec eux et puis voir ce qu'ils ont un peu dans le ventre et dans le cœur. Et ben, c'est là que ça se passe. C'est un mélange, hein, donc moi, j'encourage les investisseurs à venir boire des bières avec nous. Et puis, ben, vous nous connaîtrez. Et puis, on arrivera peut-être à vous convaincre. Et on ne cherche pas à vous vaincre, en tout cas. Il y a un paramètre, il y a une caractéristique qui unit souvent. Moi, j'ai souvent rencontré les gens qui travaillaient dans les bibliothèques sur les maladies neurodégénératives. C'était des gens passionnés et souvent très brillants et sympathiques. Je pense qu'il faut être un petit peu fou pour s'engager dans cette voie-là quand on connaît le taux d'échec. Et je pense que les gens qui sont vraiment dans ce métier, dans cette mission-là, sont des gens passionnés, des gens engagés. Et comme le dit Laurent, on aime aussi boire des bières pour partager notre passion. Voilà. Vous allez m'imposer de jouer les modérateurs en disant à consommer avec modération pour la bière. Bon, une question intéressante de Valérie Panel que je vais regrouper avec celle d'Éric Poincelet. Valentine, pardon, excusez-moi, Valentine. Valentine Panel nous dit on parle beaucoup de traitements contre Alzheimer pour ralentir la maladie. Est-ce qu'il y a des traitements qu'on pourrait utiliser, neuroprotecteurs, pour éviter Alzheimer ou le stopper tôt? Et quant à Éric Poincelet, il nous mentionne les PMO 26 qui font des désastres dans le métro parisien et qui franchissent sans aucun problème la barrière hémato-encéphalique. Donc, comment réagissez-vous à ces deux questions? Moi, c'est ce que j'ai voulu souligner tout à l'heure, dire que la prévention, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a plein d'éléments dans notre environnement qui favorisent certainement la maladie d'Alzheimer. Moi, j'appelle ça des produits alzhémérigènes, comme il y a des produits cancérigènes. Et ben, il faudrait les identifier, essayer de les contrôler. C'est un autre type de science, c'est un autre type d'approche, plutôt académique et plutôt de la recherche d'État, hein, parce que ça implique pas forcément des retombées financières importantes, en tout cas à court terme. Mais il y a certainement dans son hygiène de vie des choses à faire. Voilà, bon, il y a des gros bouquins là-dessus qui sont formidables, hein, et il y a des besoins. Il y a peut-être même des applications à installer sur des iPhones pour essayer de suivre un peu un petit programme pour améliorer sa qualité de vie dans cette direction-là. Il y a plein de choses à faire, certainement, hein. Les futurs traitements et les coûts des futurs traitements, ça c'est intéressant. Il y a une explosion des cas. Les traitements, où est-ce qu'on en est de ce côté-là, du côté des coûts? Alors, le coût, je pense, du lecanemab est d'environ 25 000 $ par an, par malade, ce qui est encore élevé, mais au plus il y aura de traitements, au plus les coûts vont baisser. Après, ce sont des grosses molécules, hein, c'est de l'immunothérapie, donc ça coûte cher. Lorsqu'on introduira nos petites molécules de synthèse, les coûts seront moindres, je pense, et pourront être acceptables, en tout cas pour un remboursement. Donc, je suis plutôt optimiste pour l'avenir en ce qui concerne le coût. Du côté Oui, du côté des petites molécules, évidemment, c'est insignifiant. Le coût de production, c'est vraiment insignifiant. Et bon, là, je pense que évidemment, ça dépend du marché, etc. Mais moi, j'espère à un coût raisonnable et qui fait que ça soit acceptable pour tout le monde au maximum, hein. Il faut que les gens vivent, mais
Voilà. Et l'impact de la précision du diagnostic sur cet enjeu-là des coûts est important. Parce que plus on est précis de ce côté-là, moins. Aujourd'hui, le diagnostic, comme on l'a dit, c'est un diagnostic hyper généraliste. Donc, après, il faut tâtonner pour trouver la bonne direction. Alors, tout à fait. Clairement, si on regarde et si on fait des analyses économiques, alors le coût du traitement est toujours de toute façon à regarder au regard de ce que ça va rapporter dans le futur à un État. C'est comme ça que le coût d'un médicament est calculé et pas du tout sur le coût de production. Il n'y a absolument aucune corrélation entre le coût de production et le coût de vente. Ce qu'on voit, c'est que les analyses qui ont été faites par SI et qui visiblement ont en partie convaincu les États-Unis, c'est que finalement, même en payant 25 000 $ par an, finalement l'État est bénéficiaire. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que avec les critères actuels, on a 20% de faux positifs. Et donc, c'est des patients qu'on va traiter à tort, qui vont juste finalement adopter les effets secondaires. Si on rentre dans la médecine de précision, et nous, on a fait l'analyse, si on combine les tests actuels qu'on utilise plus notre test, on divise par 6 le nombre de faux positifs. Donc, on peut générer des augmentations substantielles au niveau des États d'un point de vue économique. Donc, il y a aussi cette composante qu'il faut garder à l'esprit, c'est finalement c'est tous les maillons de la chaîne financière. C'est effectivement, il faut que les gens gagnent de l'argent avec leurs molécules, donc il faut qu'il y ait une proposition, le prix soit basé finalement sur le retour sur investissement entre guillemets des États, parce que moins de patients dément, c'est ce qui coûte le plus cher dans la maladie d'Alzheimer, c'est les dernières phases. Donc, si on la recule et plus on la diminue en durée, plus les États seront bénéficiaires. Donc, c'est pour ça qu'ils demandent des prix aussi élevés. Mieux on sélectionnera les patients à traiter, plus cette manne financière pour les États sera important. Et c'est aussi un élément fort pour demander un remboursement élevé par l'industrie pharmaceutique. Donc, il y a toutes ces composantes qui vont être prises en compte. Et moi, ce que j'espère, c'est que oui, les coûts sont chers pour le lecanemab, ou le Leqembi, puisque c'est le nom générique. Est-ce qu'il faut que ça soit remboursé en France? Moi, je dirais, ma réponse, c'est oui. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce qu'en fait, en tout cas, moi, en tant qu'individu, j'ai du mal à concevoir que s'il arrive en France, seuls les gens riches pourront se le payer. Et d'un point de vue purement pratico-pratique, si c'est remboursé, plus de gens pourront bénéficier de façon mécanique. Donc finalement, c'est un cercle vertueux. Les gens peuvent en bénéficier et au final, ils vont ralentir leur maladie, même si, encore une fois, la sélection pour identifier le patient, les meilleurs patients à prescrire reste encore à sujet à discussion. On voit un bénéfice qui est quand même non négligeable et en améliorant justement cette médecine de précision, on va pouvoir améliorer cette sélection des patients à prescrire en priorité et donc améliorer les économies au niveau des gouvernements et des services de santé gouvernementaux. Et on va pouvoir aussi arriver à une réduction du déclin cognitif plus importante que celle proposée par le lecanemab. Parce que là, on est sur quoi? Sur 3 mois, 27, c'est ça? Alors, 27% pour le Leqembi, 35% pour le donanemab. Encore une fois, pour moi, c'est le trait de crayon parce qu'on sait très bien que d'un point de vue statistique, 27,35, ça reste quand même très majoritaire, enfin très minoritaire, pardon. C'est d'un tiers, c'est non négligeable. L'objectif, c'est effectivement, encore une fois, moi je pense que l'avenir, c'est de ne pas dire on va soigner la maladie d'Alzheimer d'un point de vue scientifique ou médical du terme. Je pense qu'on va arriver à l'objectif, c'est de développer des traitements qui vont ralentir suffisamment la progression des symptômes pour que finalement le patient meure de sa belle mort sans développer les symptômes cognitifs de maladie d'Alzheimer. Donc finalement, c'est une maladie, le patient restera malade, mais il sera traité jusqu'à la fin de sa vie, on aura ces symptômes, on maintiendra l'émergence de ces symptômes sous contrôle, comme on fait actuellement pour quelqu'un qui a un diabète ou voilà. C'est ce qu'on a fait finalement. L'objectif, c'est de répliquer ce qu'on a fait sur les pathologies, sur d'autres pathologies, sur la maladie d'Alzheimer. Ce qui a, en fait, encore une fois, soyons humbles, ce qui a marché dans les autres pathologies, pourquoi ne pas les appliquer à la maladie d'Alzheimer pour être aussi successful, pour faire un bon anglicisme. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Jérôme, je pense qu'on pourra aller plus loin que ralentir. On pourra stopper. Je pense qu'il y a certains produits comme le nôtre qui peuvent relancer la machine, qui sont prosynaptogéniques et qui vont permettre de reconstituer certaines fonctions du cerveau. Nous, c'est ce qu'on voit chez la souris, c'est ce qu'on espère voir chez l'être humain. Donc, moi, je pense qu'on pourra aller encore plus loin que ralentir ou stopper. Dans tous les cas, juste pour finaliser, pour rebondir, finalement, stopper ou ralentir, ce qu'on dit finalement, c'est que finalement, on va prendre en charge les patients sur la durée.
finalement, la maladie d'Alzheimer va devenir une maladie chronique qu'on va contrôler. Voilà, et pour lesquels on va contrôler les symptômes, soit les stopper totalement, soit totalement stopper la machinerie, soit suffisamment la ralentir pour que finalement les symptômes vraiment qui vont vraiment impacter sur la vie quotidienne des patients n'apparaissent plus. Laurent, votre mot. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie. Et ça se fait par plusieurs voies. Peut-être stabiliser la maladie, éliminer les effets les plus néfastes ou désagréables. Donc, c'est vrai que la synaptogénèse, c'est un sujet sur lequel on travaille. On pense que nos produits pourraient agir de cette façon. Et donc, ça donne de l'espoir pour remonter la pente, pas simplement le ralentir ou la bloquer, mais peut-être remonter la pente. Et ça fait partie de nos espoirs. Il y a un autre espoir, c'est ce que j'insiste un peu trop là-dessus peut-être, mais c'est la prévention, c'est l'éradication de la maladie quand on arrivera à déterminer et à éliminer les facteurs inducteurs majeurs. Ça viendra sans doute plus tard, mais c'est la vraie médecine, hein, c'est d'éradiquer la maladie. Merci à tous les trois. Nous avons franchi l'heure de webinaire. C'était vraiment passionnant. Vous nous avez emmené dans vos différentes réflexions et recherches de façon très, très brillante. Merci encore à tous nos participants qui ont été nombreux ce soir à venir vous voir. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées que je transmettrai à nos de manière à ce qu'ils vous répondent en direct en fonction de vos questions. Et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Encore une fois, je vous donne rendez-vous le 27 juin à Lyon. N'hésitez pas à vous inscrire parce que nous n'avons que 200 places. Et il y aura du beau monde, hein. Sabine Dandilian, Géito Capital, il y aura Sofinova Partner, il y aura AD Biopartner, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de biotech seront là pour partager avec vous des moments sur l'innovation, sur l'arrivée de l'IA en force, évidemment, dans la découverte des médicaments, c'est important aussi, sur les accélérations que l'on peut faire pour mettre à disposition des patients les thérapies le plus rapidement possible. Merci encore à tous. Très, très bonne soirée et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Ouais, au revoir.